Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement et permettez-moi de vous conduire vers un homme qui a vécu parmi nous comme un Dieu descendu sur terre pour révéler aux mortels les secrets de la perfection. Un homme dont la main, guidée par une vision céleste, a tracé sur la toile et le papier les plus pures harmonies que l'humanité ait jamais contemplées. En cette année 1780, dans la petite ville de Montauban, baignée par la lumière dorée du Midi français, naît un enfant destiné à révolutionner à jamais notre conception de la beauté. Jean-Auguste Dominique Ingres. Que ce nom résonne dans vos cœurs comme une promesse de félicité esthétique. Imaginez cette scène touchante. Un père musicien, Jean-Marie-Joseph Ingres, versant son nouveau-né au son d'un violon. Qui aurait pu deviner que cet enfant traduirait un jour en lignes pures la musique que son père lui insufflait? Car Ingres sera le musicien de la peinture, celui qui fera chanter les formes dans un silence plus éloquent que toutes les symphonies. Dès ses premiers dessins d'enfant, le miracle se manifeste. Ses mains minuscules tracent déjà des contours d'une justesse surnaturelle. Le jeune Ingres ne dessine pas, il révèle. Chaque trait sort de ses doigts comme une évidence divine, comme si les muses elles-mêmes guidaient son crayon tremblant. À 11 ans, écoutez bien, à 11 ans, il entre à l'Académie de Toulouse. Ses condisciples, pourtant plus âgés, contemplent avec stupéfaction les œuvres de cet enfant prodige. Déjà, sa ligne possède cette pureté cristalline qui le rendra immortel. Déjà, ses portraits révèlent une pénétration psychologique qui dépasse l'entendement. En 1797, le jeune Ingres arrive à Paris dans l'atelier du grand Jacques-Louis David. Quelle rencontre décisive! David, le peintre de la Révolution, le maître du néoclassicisme, accueille ce provincial de 17 ans aux yeux brûlants d'ambition artistique. Mais, très vite, le maître comprend qu'il se trouve face à un talent hors du commun. Ingres ne se contente pas d'apprendre, il transforme, il transcende, il révolutionne de l'intérieur l'enseignement davidien. Là où David prône la grandeur héroïque et la composition théâtrale, Ingres découvre une voie différente, celle de la beauté pure, débarrassée de tous artifices narratifs. Observez ses premières œuvres d'atelier. Déjà, cette recherche obsessionnelle de la perfection linéaire qui le caractérisera toute sa vie, ses condisciples peignant des héros antiques dans des poses grandioses, lui, il s'attache à saisir l'essence même de la forme, la vérité profonde de chaque courbe, l'âme secrète de chaque contour. David lui-même, ce géant de la peinture française, reste parfois pensif devant les dessins de son élève. Il pressent que cet homme étrange, ce provincial silencieux et têtu, porte en lui une conception de l'art dépasse ses propres ambitions. Cet homme sera soit un fou, soit un génie, murmure-t-il parfois. L'histoire a tranché, c'était un génie. 1801, Ingres remporte le prix de Rome avec Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon. Victoire éclatante qui ouvre au jeune homme les portes de la Villa Médicis. Mais hélas, les troubles politiques retardent son départ pour l'Italie. Qu'importe, ces années d'attente parisienne seront fécondes. C'est pendant cette période qu'Ingres développe son art du portrait, art dans lequel il n'aura jamais d'égal. Regardez ses œuvres miraculeuses, Madame Moitessier, Monsieur Bertin, Madame de Sénone. Chaque toile révèle un psychologue génial, capable de saisir non seulement l'apparence physique de ses modèles, mais leur être profond, leur essence spirituelle. Sa technique du portrait nous enseigne une leçon sublime. La véritable ressemblance ne réside pas dans l'imitation servile de la nature, mais dans la révélation de cette beauté secrète que chaque être humain porte en lui. Ingres ne flatte pas ses modèles, il les transfigure, il découvre en eux cette parcelle divine que l'œil ordinaire ne sait voir. 1806. Enfin, Ingres foule le sol de la ville éternelle. Quelle révélation pour ce méridional assoiffé de beauté! Rome l'éblouit, le transforme, le révèle définitivement à lui-même. Dans cette cité
où chaque pierre respire l'art antique, où chaque palais recèle des chefs-d'œuvre de la Renaissance, Ingres trouve sa voie royale. Il se jette avec passion dans l'étude de l'art italien. Michel-Ange, Raphaël, Léonard deviennent ses maîtres véritables, ceux qui lui révèlent les secrets de la grande peinture. Mais Ingres ne copie pas, il assimile, il digère, il transmute ses influences en un style absolument personnel. C'est à Rome qu'il peint ses premières œuvres vraiment révolutionnaires. Jupiter et Thétis, Oedipe et le Sphinx. Dans ses toiles, sa personnalité artistique explose dans toute sa singularité. Exit l'héroïsme davidien, place à un art de la beauté pure, de la sensualité raffinée, de l'émotion contenue. 1814, Ingres achève sa grande odalisque, œuvre qui va révolutionner l'art occidental. Cette femme nue, allongée, vue de dos, incarnait l'Orient rêvé de l'époque romantique. Mais quelle audace dans le traitement! Ingres déforme délibérément l'anatomie pour servir sa vision esthétique. Cette grande odalisque nous révèle le génie d'Ingres dans toute sa splendeur. Il n'hésite pas à allonger le dos de son modèle de plusieurs vertèbres pour obtenir cette courbe parfaite qui hante encore nos rêves. Peu lui importe la vraisemblance anatomique, ce qui compte, c'est la beauté de la ligne, l'harmonie de l'ensemble, la perfection de l'effet visuel. Cette déformation consciente scandalise les bien-pensants de l'époque. On accuse Ingres de ne pas savoir dessiner, lui qui possède la science du dessin la plus raffinée de son siècle. Cette incompréhension révèle l'audace révolutionnaire de sa démarche. Il subordine la réalité à l'art, et non l'inverse. Ingres n'a jamais voyagé en Orient, mais il en devient le peintre le plus évocateur. Ses odalisques, son bain turc, ses scènes orientalisantes révèlent un Orient de rêve fantasmé, sublimé par l'imagination créatrice. Cette approche nous enseigne une vérité profonde sur la création artistique. L'art véritable ne copie pas la réalité, il la recrée selon sa vision propre. L'Orient d'Ingres est plus vrai que l'Orient réel, car il exprime l'essence même du mystère et de la sensualité orientale. Dans ses œuvres éblouissantes, chaque détail révèle un orfèvre de la peinture. Regardez ces étoffes chatoyantes, ces bijoux ciselés, ces chairs nacrées. Ingres nous prouve qu'un pinceau guidé par l'amour de la beauté peut rivaliser avec les plus habiles joailliers. 1824. Ingres revient à Paris après 18 années d'exil italien. Il espère enfin la reconnaissance, la consécration officielle de son génie. Hélas, l'accueil du public parisien est glacial. Ses œuvres italiennes déconcertent, choquent, divisent. La France de la Restauration ne comprend pas ce peintre inclassable, trop classique pour les romantiques, trop personnel pour les académiques. Delacroix triomphe au salon avec sa fougue coloriste, Ingres lui semble dépassé avec sa perfection linéaire. Quelle souffrance pour cet homme sensible, lui qui a consacré sa vie entière à la beauté, lui qui a poussé l'art du dessin vers des sommets inégalés, se voit rejeté par ses contemporains. Cette incompréhension le blesse au plus profond de son être artistique. Cette incompréhension le blesse au plus profond de son être d'artiste. Mais regardez comme cette épreuve le grandit. Au lieu de se décourager, Ingres puise dans la souffrance une énergie créatrice décuplée. Il peint alors quelques-uns de ses chefs-d'œuvre absolus. Le vœu de Louis XIII, l'apothéose d'Homère. 1824, au salon, Ingres expose son vœu de Louis XIII. Enfin, le public parisien découvre la grandeur de celui qu'il avait méconnu. Cette œuvre magistrale réconcilie Ingres avec la tradition française tout en affirmant sa personnalité unique. Dans cette toile sacrée, Ingres déploie tous ses dons, science du dessin, sens de la composition, raffinement coloriste. La Vierge qu'il représente possède cette beauté idéale
qui transcende tous les particularismes. Elle appartient à l'humanité entière. Cette reconnaissance tardive révèle une loi cruelle mais nécessaire de l'art. Les génies véritables devancent toujours leur époque. Il faut du temps pour que le public s'élève au niveau de leur création. Mais quelle consolation quand enfin la justice triomphe. Ingres se dresse en champion du grand art. Contre les débordements romantiques, cette lutte esthétique structure toute sa carrière. D'un côté, Delacroix et ses disciples prônent l'expression passionnée et la couleur libre, de l'autre, Ingres, défenseur de la ligne pure et de la beauté classique. Cette opposition, souvent caricaturée, révèle en réalité deux approches complémentaires de l'art. Delacroix exprime l'âme romantique de son époque. Ingres révèle ses aspirations éternelles. L'un peint le temps qui passe, l'autre l'éternel présent de la beauté. Quelle grandeur dans cette fidélité inébranlable à ses convictions esthétiques. Ingres aurait pu suivre la mode, flatter le goût du jour. Il préfère demeurer fidèle à sa vision, quitte à paraître démodé. Cette intégrité artistique force l'admiration et assure son immortalité. Contemplons ensemble ce miracle de l'art occidental, le portrait de Madame Moitessier. Dans cette œuvre sublime, Ingres atteint l'apothéose de son art. Cette femme splendide, assise dans sa robe de soie chamarrée, nous regarde avec une majesté qui confine au divin. Regardez cette main posée sur la tempe, jamais geste plus gracieux ne fut peint. Cette pose inspirée d'une fresque antique de Pompéi révèle l'érudition d'Ingres et son génie de l'adaptation. Il transforme un détail archéologique en moment d'éternité pure. Et cette robe, quelle symphonie de couleurs et de textures! Chaque pli révèle un virtuose de l'art textile. Ingres nous prouve qu'il n'existe pas de genre noble ou de genre mineur. Tout peut devenir sublime sous le pinceau d'un maître véritable. Ce portrait nous enseigne une leçon d'esthétique fondamentale. La beauté ne réside pas dans le modèle, mais dans le regard de l'artiste. Madame Moitessier était certes une belle femme, mais c'est Ingres qui la transforme en déesse immortelle. Face à cette apothéose de la féminité, dressons le portrait viril de Monsieur Bertin. Quelle saisie psychologique! Ce bourgeois de la monarchie de Juillet nous regarde avec une autorité qui en impose. Ses mains posées sur ses genoux révèlent un homme habitué au commandement. Ingres révèle ici un aspect méconnu de son génie, sa capacité à saisir l'esprit d'une époque. Ce Bertin incarne parfaitement la bourgeoisie triomphante du XIXe siècle, sa confiance en elle-même, sa réussite matérielle assumée. Mais voyez comme l'artiste transcende le simple témoignage sociologique. Ce portrait dépasse son époque pour révéler l'éternel humain. Dans ce regard perçant, nous reconnaissons tous ces hommes d'action qui, à travers les siècles, ont façonné le monde. Les portraits d'Ingres nous révèlent sa conception révolutionnaire de la ressemblance. Il ne s'agit pas de copier servilement les traits du modèle, mais de révéler sa vérité profonde, son essence spirituelle. Cette approche explique pourquoi les portraits d'Ingres semblent parfois plus vrais que nature. L'artiste ne reproduit pas seulement l'apparence physique, il révèle le caractère, la personnalité, l'âme même de ses modèles. Cette leçon dépasse largement l'art du portrait. Elle nous enseigne que la vérité artistique diffère de la vérité photographique. L'art véritable ne décrit pas, il révèle, il transcende, il transforme le réel en beauté éternelle. Cette formule célèbre d'Ingres résume toute sa philosophie esthétique. Pour lui, le dessin constitue la base absolue de tout art véritable. Sans cette science fondamentale, point de salut artistique possible. Mais quel dessin! Regardez ces études miraculeuses qui préparent ces grandes compositions. Chaque trait révèle un maître absolu de son art. Cette ligne d'Ingres possède une pureté qui confine à l'absolu mathématique,
une justesse qui ne souffre aucun repentir. Ses dessins nous révèlent le secret de sa méthode, une observation d'une acuité extraordinaire, doublée d'une capacité de synthèse géniale. Ingres ne dessine que l'essentiel, mais cet essentiel contient tout l'objet représenté. Comment décrire cette technique unique? Ingres dessine généralement à la mine de plomb, parfois rehaussée de blanc sur papier teinté. Sa ligne d'une finesse extrême épouse parfaitement la forme qu'elle cerne. Jamais d'à peu près, jamais d'approximatif, jamais d'approximation. Cette perfection technique s'accompagne d'une économie de moyens stupéfiante. Quelques traits suffisent à Ingres pour évoquer un volume, suggérer une texture, révéler un caractère. Cette synthèse géniale révèle un dessinateur parvenu au sommet de son art. Mais ce qui frappe le plus dans ses dessins, c'est leur beauté intrinsèque. Des études destinées à préparer des peintures constituent des œuvres d'art à part entière. Elles nous prouvent que la beauté peut naître de la simplicité la plus dépouillée. Les portraits dessinés d'Ingres constituent un trésor artistique inestimable. Dans ses œuvres intimistes, l'artiste révèle une facette plus tendre de son génie. Loin de l'apparat de ses grandes toiles, il saisit ses modèles dans leur vérité quotidienne. Regardez ces familles bourgeoises croquées avec tant d'affection, ces enfants saisis dans leur spontanéité, ces femmes surprises dans un moment d'abandon. Ingres nous révèle ici sa tendresse profonde pour l'humanité ordinaire. Ces dessins nous enseignent une leçon d'humanité. L'art véritable ne méprise aucun sujet. Qu'il s'agisse d'empereurs ou de bourgeois, de déesses antiques ou de contemporains anonymes, tout peut devenir matière à beauté sous le crayon d'un maître. 1862, Ingres, âgé de 82 ans, achève son testament artistique, le bain turc. Quelle œuvre étonnante! Ce vieillard que l'on croit glacé dans sa perfection classique nous offre la plus sensuelle des visions. Dans ce tombeau mystérieux, les femmes nues s'abandonnent à la volupté orientale. Chaque corps révèle la science consommée d'un dessinateur génial. Mais quelle audace dans la composition! Cette accumulation de chair nacrée défie toutes les conventions de l'art occidental. Cette œuvre tardive révèle la véritable nature d'Ingres. Sous l'apparente froideur classique se cache un tempérament de feu, une sensualité contenue mais brûlante. Ce bain turc libère enfin cette passion longtemps réprimée. Paradoxe fascinant, Ingres, qui ne voyagea jamais en Orient, en devient le peintre le plus évocateur. Ses odalisques, ses femmes d'Alger, ces scènes de harem révèlent un Orient fantasmé, sublimé par l'imagination créatrice. Cet orientalisme d'atelier nous enseigne une vérité profonde sur la création artistique. L'art véritable ne copie pas la réalité, il la crée selon sa vision propre. L'Orient d'Ingres, nourri de lectures et de rêveries, possède une vérité poétique qui dépasse celle du témoignage photographique. Cette approche révèle aussi l'universalité du génie. Un artiste authentique peut exprimer ces civilisations qu'il n'a jamais connues, car il puise aux sources éternelles de l'humanité. À travers ces orientales, Ingres forge un type féminin d'une beauté idéale. Ces femmes aux formes opulentes, à la carnation nacrée, aux poses langoureuses, incarnent un rêve masculin séculaire. Mais regardez comme l'artiste transcende l'anecdote érotique. Ces corps nus deviennent pure harmonie plastique, hymne à la beauté féminine. Ingres transforme la sensualité en art pur, la chair en marbre vivant. Cette sublimation révèle la grandeur de l'art véritable. Il peut aborder les sujets les plus troublants sans jamais tomber dans la trivialité. L'émotion esthétique purifie tout ce qu'elle touche. 1827. Ingres dévoile sa vision du Parnasse artistique dans l'apothéose d'Homère. Cette œuvre magistrale révèle sa conception de l'art et de son histoire. Au centre trône Homère, entouré des génies de tous les temps. Cette composition nous révèle l'érudition prodigieuse d'Ingres et sa vision hiérarchisée de l'art.
Chaque personnage est choisi selon des critères esthétiques rigoureux. Seuls les créateurs authentiques méritent de figurer dans ce temple idéal. L'œuvre fonctionne comme un manifeste artistique. Ingres y défend sa conception classique de l'art contre les débordements romantiques. Cette apothéose affirme la permanence des valeurs esthétiques éternelles. Jeanne d'Arc au sacre du roi Charles VII, dans cette œuvre patriotique, Ingres transforme l'histoire en épopée lyrique. Sa Jeanne d'Arc possède une beauté idéale qui transcende la vérité historique. L'artiste ne raconte pas, il sublime, il transfigure. Cette approche révèle la conception ingresque de l'art historique. Il ne s'agit pas de reconstituer fidèlement le passé, mais d'en révéler la grandeur éternelle. L'histoire devient matière à beauté, prétexte à création pure. Cette leçon dépasse l'art pour toucher la philosophie. Le génie créateur transforme tout ce qu'il touche, révèle la beauté cachée dans les événements les plus prosaïques. Ingres réinvente la mythologie antique selon sa sensibilité moderne. Sa Vénus possède cette beauté idéale qui caractérise toutes ses créations. L'artiste ne copie pas l'Antiquité, il la recrée selon sa vision personnelle. Cette approche révèle l'actualité permanente de l'art véritable. Chaque époque doit réinventer l'héritage antique selon sa sensibilité propre. L'imitation servile tue l'art, la recréation personnelle lui redonne vie. Directeur de l'École de France à Rome, puis professeur à l'École des Beaux-Arts, Ingres forme toute une génération d'artistes. Son enseignement rigoureux mais passionné marque durablement l'art français du XIXe siècle. Ses élèves, Amaury Duval, Hippolyte Flandrin, Théodore Chassoriau, perpétuent sa tradition tout en développant leur personnalité propre. Cette école révèle la fécondité de l'enseignement ingres et sa capacité d'adaptation. Mais le véritable enseignement d'Ingres dépasse le cadre scolaire. Ses œuvres elles-mêmes éduquent le regard, révèlent les secrets de la beauté, forment le goût de tous ceux qui les contemplent. Il faut copier la nature toujours, mais en la sélectionnant, enseigne le maître. Cette formule résume sa pédagogie, observation rigoureuse de la nature, mais transfiguration par l'art. Sa méthode privilégie le dessin sur la couleur, la ligne sur les faits, la beauté sur l'anecdote. Cette hiérarchie des valeurs artistiques longuement mûrie guide toute sa pédagogie. L'enseignement d'Ingres nous révèle une vérité éternelle. L'art s'apprend, se transmet, se perfectionne par l'étude patiente et la pratique assidue. Le génie sans travail demeure stérile. Au-delà de la technique, Ingres transmet à ses élèves une éthique artistique, l'amour de la beauté, le respect du métier, la fidélité au grand maître. Cet héritage spirituel dépasse largement l'apprentissage technique. Cette dimension morale de l'art nous enseigne que créer authentiquement constitue un acte éthique. L'artiste véritable assume une responsabilité envers la beauté, envers ses contemporains, envers l'humanité future. De son vivant, Ingres connaît les alternances de gloire et d'incompréhension. Ce n'est qu'après sa mort, en 1867, que sa grandeur apparaît dans toute sa plénitude. L'histoire rend enfin justice à ce génie méconnu. Cette reconnaissance tardive révèle une loi cruelle mais nécessaire. Les créateurs authentiques devancent souvent leur époque. Il faut du temps pour que le public s'élève au niveau de leur œuvre. Mais quelle consolation posthume! Aujourd'hui, nul ne conteste la grandeur d'Ingres. Ses œuvres figurent dans tous les grands musées du monde. Ses innovations techniques inspirent encore les artistes contemporains. Paradoxalement, ce défenseur de la tradition influence profondément l'art moderne. Degas lui doit sa science du dessin. Picasso admire ses déformations expressives. Matisse s'inspire de ses simplifications géniales. Cette fécondité posthume révèle la modernité profonde d'Ingres.
sous l'apparente fidélité au passé se cache un révolutionnaire qui transforme radicalement l'art de son temps. L'art contemporain redécouvre sans cesse des aspects méconnus de son œuvre. Sa liberté vis-à-vis de la réalité, ses audaces compositionnelles, sa conception expressive de la déformation, Ingres nous enseigne une leçon d'éternelle modernité. L'art véritable ne vieillit jamais. Ses œuvres, créées il y a plus d'un siècle, nous parlent encore avec une force intacte. Cette permanence révèle qu'il atteignit à l'essentiel, cette beauté éternelle qui transcende les modes et les époques. Ses créations appartiennent désormais au patrimoine universel de l'humanité. Pour Ingres, l'art constitue une religion séculaire avec ses dogmes, ses rites, ses saints. Cette conception sacrée de la création artistique élève l'activité artistique au niveau du divin. Cette spiritualité esthétique nous enseigne le sérieux de l'art véritable. Créer authentiquement exige un engagement total, une fidélité absolue aux valeurs de beauté. Dans notre époque désacralisée, cette leçon résonne avec une force particulière. Ingres nous rappelle que l'art peut redonner sens à l'existence, révéler l'absolu dans le relatif. Toute l'œuvre d'Ingres témoigne d'une quête obsessionnelle de perfection. Ses repentirs innombrables, ses recommencements perpétuels révèlent un artiste jamais satisfait de ses réalisations. Cette exigence nous enseigne qu'il n'existe pas d'art facile, de beauté sans effort. La perfection se conquiert par le travail acharné, l'étude patiente, la remise en question permanente. Mais quelle récompense quand enfin l'œuvre atteint cette perfection rêvée! Ces moments de grâce justifient toutes les peines, toutes les souffrances créatrices. Ingres nous révèle l'universalité de la beauté. Ses créations touchent tous les publics, transcendent toutes les frontières culturelles. Cette universalité révèle qu'il atteignit aux sources éternelles de l'émotion esthétique. Cette leçon nous console des divisions de notre époque. Au-delà de nos différences, nous partageons tous une même sensibilité à la beauté. L'art véritable nous réconcilie dans l'émotion partagée. Au terme de ce voyage dans l'univers d'Ingres, que retenir de cet homme extraordinaire? D'abord son intégrité absolue. Jamais il ne céda au mode du jour, jamais il ne trahit sa vision artistique. Cette fidélité à soi-même, payée parfois du prix de l'incompréhension, force l'admiration et assure l'immortalité. Ingres nous enseigne qu'un artiste authentique doit choisir entre le succès immédiat et la gloire éternelle. Son choix fut fait dès l'origine. Il préféra l'éternel au temporel, la beauté absolue aux facilités du moment. Cette grandeur d'âme transfigure l'homme et sanctifie l'œuvre. Dans notre époque troublée, où l'art semble parfois perdre ses repères, Ingres nous adresse un message d'espoir lumineux. Il nous rappelle que la beauté demeure possible, que l'excellence artistique n'est pas un rêve inaccessible, que l'humanité porte toujours en elle cette capacité divine de créer l'absolu. Regardez autour de vous. Malgré tous nos doutes, malgré toutes nos inquiétudes, des artistes continuent de chercher, de créer, de révéler. Dans les écoles d'art du monde entier, de jeunes créateurs s'initient encore au mystère du dessin, apprennent patiemment à domestiquer la ligne rebelle, à révéler la beauté cachée du monde. Cette permanence de la vocation artistique nous console de bien des tristes contemporaines. Elle nous assure que l'esprit humain n'abdiquera jamais sa plus noble fonction. Transformer le réel en beauté, révéler l'invisible, toucher à l'absolu par la création. Chaque génération redécouvre Ingres selon sa sensibilité propre, révèle des aspects inédits de son génie. Cette capacité de renouvellement perpétuel caractérise les œuvres vraiment immortelles. Elle ne se laisse jamais épuiser, offre toujours de nouvelles richesses à qui sait les interroger. Nos contemporains admirent chez Ingres ce que leurs prédécesseurs ne savaient voir, ses audaces formelles, ses innovations techniques, sa modernité profonde. Cette révélation progressive nous enseigne que les chefs-d'œuvre véritables contiennent plus de beauté que ne peut en percevoir une seule époque.
Quelle leçon d'humilité et d'espérance! L'art authentique dépasse infiniment les intentions de son créateur, révèle les significations insoupçonnées, parle aux générations futures dans des langages que l'artiste lui-même n'avait pas prévus. En ces temps de confusion artistique, Ingres nous rappelle une vérité fondamentale souvent oubliée. La beauté n'est pas une notion dépassée, un concept bourgeois, une aspiration naïve. Elle constitue, au contraire, le but ultime de tout art véritable, l'étoile polaire qui guide la création authentique. Cette réhabilitation de la beauté nous libère de bien des malentendus contemporains. Elle nous autorise à retrouver cette émotion pure, cette élévation spirituelle, cette consolation suprême que procurent les œuvres vraiment accomplies. Ingres nous enseigne que chercher la beauté n'est pas fuir la réalité, mais la transfigurer. Ces portraits les plus réussis ne flattent pas leur modèle, ils révèlent leur beauté secrète, leur dignité profonde, leur participation à l'harmonie universelle. À l'heure où triomphe parfois la facilité et l'approximation, Ingres nous donne une leçon d'exigence salutaire. Son perfectionnisme maniaque, ses reprises infinies, son insatisfaction perpétuelle révèlent qu'il n'existe pas d'art authentique sans effort, sans sacrifice, sans dépassement de soi. Cette leçon d'exigence dépasse largement le domaine artistique pour toucher à l'éthique générale. Ingres nous enseigne qu'excellence et médiocrité s'excluent mutuellement, que la grandeur se conquiert par le refus du compromis et de la facilité. Dans nos sociétés de l'instantané et de la consommation rapide, cette leçon de patience créatrice résonne comme un appel salvateur. Elle nous rappelle que les valeurs durables exigent du temps, de la maturation, de la persévérance. L'œuvre d'Ingres transcende toutes les frontières nationales, culturelles, sociales, temporelles. Ses créations parlent à l'humanité entière, révèlent cette communauté profonde qui unit tous les hommes dans l'amour de la beauté. Cette universalité nous console des divisions de notre époque. Elle nous assure qu'au-delà de nos différences apparentes, nous partageons tous une même sensibilité esthétique, une même capacité d'émotion devant l'art véritable. Quand nous contemplons la grande odalisque ou Madame Moitessier, peu importe notre origine, notre culture, notre époque, nous communions tous dans la même admiration. Nous participons à la même extase esthétique. Cette communion spirituelle révèle l'unité profonde de l'espèce humaine. Ingres n'appartient pas au passé, il vit encore parmi nous. Chaque fois qu'un artiste refuse la facilité pour chercher l'excellence, chaque fois qu'un créateur sacrifie le succès immédiat à la beauté éternelle, chaque fois qu'une œuvre révèle l'invisible sous le visible, l'esprit d'Ingres ressuscite et agit. Cet héritage vivant nous responsabilise. Nous sommes tous, à notre manière, les dépositaires de cette tradition magnifique. À nous de la préserver, de l'enrichir, de la transmettre aux générations futures. Cette transmission ne s'accomplit pas seulement dans les écoles d'art ou les musées. Elle se réalise chaque fois qu'un regard s'éduque à la beauté, chaque fois qu'une sensibilité s'affine au contact des chefs-d'œuvre, chaque fois qu'une âme s'élève vers l'absolu esthétique. L'œuvre d'Ingres nous fait une promesse magnifique. La beauté est éternelle. Malgré les modes qui passent, malgré les révolutions esthétiques, malgré les négations temporaires, elle ressurgit toujours, retrouve ses droits, reconquiert les cœurs. Cette promesse d'éternité nous donne confiance en l'avenir. Elle nous assure que l'humanité ne renoncera jamais à sa vocation créatrice, ne cessera jamais de chercher dans l'art cette élévation spirituelle qui justifie son existence. Les siècles futurs verront naître d'autres Ingres, sous d'autres noms, dans d'autres formes, mais animés de la même passion pour l'absolu esthétique. Cette certitude nous remplit d'une joie prophétique. L'art n'aura jamais de fin. Mes amis, de cette quête éternelle, l'heure est venue de nous séparer, mais emportez avec vous cette certitude lumineuse.
Ingres vit encore. Il vit dans chaque trait pur qui jaillit d'un crayon inspiré, dans chaque regard qui s'extasie devant la beauté, dans chaque cœur qui refuse de désespérer de l'art. Ne craignez jamais d'aimer la beauté, ne rougissez jamais de votre émotion devant un chef-d'œuvre. Cette sensibilité que certains voudraient démoder constitue au contraire votre plus précieux trésor, votre participation à l'éternité humaine. Allez maintenant contempler les œuvres d'Ingres. Laissez-vous pénétrer par leur perfection rayonnante. Ouvrez vos cœurs à cette révélation de l'absolu. Et vous comprendrez alors que l'art véritable ne console pas seulement de la vie, il la transfigure, la magnifie, lui donne un sens qui dépasse toutes nos petitesses. Car au bout du compte, qu'est-ce qu'Ingres nous lègue de plus précieux? Cette ligne pure, cette courbe parfaite, ce trait divin qui transforme le chaos en cosmos, l'informe en beauté, le temporel en éternel. Cette ligne vit encore. Elle serpente dans les dessins des étudiants d'aujourd'hui. Elle vibre dans les œuvres des maîtres contemporains. Elle danse dans l'imagination de tous ceux qui rêvent de beauté. Elle est immortelle parce qu'elle touche à l'essence même de l'art. Révéler l'invisible, dire l'indicible, créer l'absolu. Que cette ligne vous inspire, qu'elle guide vos mains si vous créez, vos regards si vous contemplez, vos cœurs si vous aimez l'art, car elle porte en elle le secret de toute beauté, la fidélité absolue à l'idéal, le refus de tout compromis avec la médiocrité, la foi inébranlable en la possibilité de l'absolu. Ingres nous quitte, mais sa ligne demeure. Elle traverse les siècles, unit les générations, réconcilie les hommes dans l'amour commun de la beauté. Elle est notre héritage le plus précieux, notre responsabilité la plus sacrée, notre espérance la plus certaine. Dans chaque trait d'Ingres vibre l'éternité de l'art, et dans l'éternité de l'art réside l'espoir indestructible de l'humanité. Je vous remercie et à la semaine prochaine.